Dis-moi Céline, le podcast de Céline Archambault. Dis-moi Céline. Bonjour, je m'appelle Céline Archambault, je suis thérapeute énergétique et voici l'épisode 4 du podcast Dis-moi Céline. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est le 29 janvier aujourd'hui, jour de l'enregistrement. Moi, j'ai passé une merveilleuse fin de semaine, surtout. On est parti en famille dans un endroit qui s'appelle Auberge du lac Castor, qui est à Saint-Paulin, en Mauricie. Et c'est vraiment un très bel endroit où, déjà, il n'y a pas de réseau. Et puis, c'est un lac et ils ont vraiment créé des habitations autour du lac. Alors, ça va être des yourtes, des huttes, des petits chalets. C'est assez rustique, mais dans les chalets, on a quand même l'électricité, les douches, la toilette, une cuisine, etc. Oui, un minimum de confort. Et en fait, avec mon frère, ma belle-sœur, un groupe d'amis, on réserve quelques week-ends comme ça dans l'année, un en hiver, un aux couleurs. Et puis là, j'y retourne avec la chorale au mois d'avril. Mais voilà, c'est un endroit qu'on apprécie beaucoup. Mon frère et ma belle-sœur se sont mariés là-bas. Les enfants adorent. L'hiver, c'est génial parce qu'ils font vraiment une patinoire sur le lac. Ils créent une belle glissade aussi. Donc, les enfants ont des tubes et puis peuvent glisser. Franchement, c'est le paradis. Nous, on va faire des marches sur le lac, en forêt. Enfin, voilà, on peut prendre des raquettes. Il y en a qui font du ski. C'est incroyable. J'aime l'hiver au lac Castor parce que la neige est blanche. Il faisait un temps de fou. C'est-à-dire qu'il y avait un soleil incroyable. On est parti cette année avec Auguste et Raoul. Raoul étant le meilleur ami d'Auguste. Qui vit à Montréal-Nord, mais voilà, on embarque toujours Raoul dans nos excursions, dans nos petits voyages, dans nos week-ends, etc. Donc voilà, donc on était tous les quatre, mon chum, Auguste, Raoul et moi, puis on a retrouvé, comme je disais, la bande de copains là-bas. C'est vraiment un moment, une parenthèse, une douce parenthèse pendant cet hiver qui est il est particulier cet hiver. Là, il fait froid. Il fait très froid. Moi, le froid, c'est pas vraiment ce que j'aime. Mais bon, hein, je vais pas me plaindre. On est au Québec. Donc voilà. Cet hiver est froid. Pas trop. Il n'y a pas trop de neige, mais il fait froid. Ce qui est bon pour la glace. Donc les enfants sont contents. Moi, ce que j'aime faire quand je pars là-bas, c'est vraiment je vais marcher. Je vais dans le bois. Et là, il y a pas de bruit. C'est vraiment, il n'y a personne. Je me retrouve au bord d'un autre lac. Vraiment, quand je m'enfonce dans le bois, là, je me retrouve au bord d'un autre lac où il n'y a absolument rien. Il n'y a que les animaux, on n'entend que le bruit des animaux. Et je suis toute seule là. Ils ont mis une petite plateforme sur laquelle je m'installe. Et c'est là que je vais méditer. C'est là où je retrouve ce silence qui est profond et qui me permet de reconnecter avec l'intérieur, avec mon âme, et puis d'avoir une vraie connexion à soi, là. C'est dans ces moments-là, je dis toujours à mes clients, si vous voulez recevoir des messages, si vous voulez vous connecter à votre âme ou à tout ce qui est au-dessus, là, dans l'invisible, mettez-vous en mode réception. Et il n'y a pas meilleure réception quand on est comme ça dans le fond du bois, où il n'y a personne, il n'y a pas d'énergie polluante, il y a juste soit la nature et le reste. Bref, ce sont des moments qui pour moi sont hyper importants. J'ai besoin de cette reconnexion. À moi, ce moment où je suis vraiment toute seule dans mon énergie, où j'absorbe l'énergie de la nature, enfin, c'est vraiment un moment incroyable. Donc je vous souhaite vous aussi, de vivre en conscience des petits moments comme ça de déconnexion où on déconnecte du Wi-Fi, on déconnecte des écrans, on se reconnecte à soi et on se reconnecte aux autres. C'est des moments qui sont précieux. Voilà, je vous souhaite vraiment
de mettre ça à votre agenda quand vous pouvez. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de parler encore de la blessure de rejet. Alors, je l'ai abordé la dernière fois avec le prisme de l'histoire d'Auguste, qui lui a cette blessure de rejet, mais par rapport au groupe. Alors, c'est vrai que la blessure de rejet, elle se manifeste sous différentes formes. On peut être rejeté d'un groupe, mais on peut être rejeté physiquement, émotionnellement, à cause de notre ethnie, à cause de notre intelligence, à cause ou non d'intelligence, à cause de nos pensées, à cause de nos croyances. Bref, on peut être rejeté de façon, sous différentes formes. Et c'est cette blessure-là qui, à mon sens, et selon ce que j'expérimente auprès de mes clients, c'est vraiment la blessure la plus violente, la plus douloureuse. Selon la vision que je partage, comme je vous le disais dans les autres épisodes, je ne suis pas en train de vous partager la vérité absolue, je suis en train de vous partager ma réalité, ma vision. Donc selon ma vision, ce que je ressens, c'est que la blessure de rejet, c'est quelque chose qu'on porte avant même la naissance. Donc c'est une blessure d'âme, comme l'a très bien décrit Lise Bourbeau, c'est une blessure d'âme qu'on porte de vie en vie, et puis qui va venir s'incarner d'une certaine façon, sous une certaine forme, quand on arrive dans cette vie-là, quand on est. Donc, elle peut s'incarner, la blessure de rejet, elle peut s'incarner même avant la naissance. Si par exemple, un enfant arrive par surprise, même s'il est aimé infiniment par ses parents, le fait même qu'il arrive par surprise indique qu'il porte la blessure de rejet et il va avoir, donc dans son système énergétique, et il va avoir émotionnellement très certainement de la difficulté à trouver sa place. Il va avoir de la difficulté à justifier sa propre existence. Et c'est le symptôme qui en découle, c'est souvent un mal-être, un rejet de sa personne, mais sans vraiment comprendre. Mais c'est sûr, là, on est dans un système énergétique qui incarne la blessure de rejet à travers ce lien, ce non-accueil des parents. Je parle vraiment de non-accueil parce que dans la blessure de rejet, on peut avoir l'impression qu'on est rejeté par les autres. Alors oui, c'est le cas dans certaines conditions, dans certaines blessures, comme par exemple, comme je disais Auguste, il est rejeté par le groupe. Mais bien souvent, la blessure de rejet s'incarne avec un non-accueil. C'est-à-dire que nous ne sommes pas accueillis pour ce que l'on est vraiment. Je prends souvent l'exemple d'une famille de médecins, de père en fils, ou de mère en fille, peu importe. Et dans cette famille-là, il y a une danseuse qui naît. Puis dans son âme, profondément dans son être, cette personne est danseuse. Mais comme toute la famille est médecin, et je parle de médecin, mais c'est vraiment un exemple, elle, son mode de construction, elle va croire que parce qu'elle n'est pas médecin, elle ne fit pas. Elle n'est pas normale. Et même si sa famille l'accueille et l'aime telle qu'elle est en tant que danseuse, dans sa construction mentale, elle va avoir du mal à s'accepter telle qu'elle est. Parce que notre besoin primaire, c'est un besoin d'amour et d'acceptation du groupe, de la société, de notre famille, etc. Donc on est vraiment dans « je crois que parce que je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas correcte ». Ce qui en découle, c'est qu'on va développer des croyances sur ce qu'on est, puis ce qu'on devrait être. Par exemple, cette personne-là qui est danseuse, elle va croire qu'être danseuse, c'est pas correct, et elle va essayer de se moudre, je sais pas si on dit ça, oui. Elle va essayer de se conformer au reste de la famille. Elle va essayer d'être médecin, elle va faire des études, elle va se forcer à être ce qu'elle n'est pas. Parce que dans sa construction émotionnelle, être médecin, c'est l'objectif. C'est faire partie
du groupe, c'est être comme les autres, c'est être accueilli dans cette structure-là, familiale. Je vous donne cet exemple-là qui est assez précis, puis qui est assez clair, mais en réalité, il y a tellement de nuances. On peut ne pas être accepté simplement parce que on pense pas comme les autres, ou peut-être parce qu'on a une sensibilité. Je me souviens de mon père qui lui a été élevé à la dure là. Mon fils avait 3 ans, puis il s'était fait mal et il pleurait. Et j'entends mon père lui dire: Nathan, t'es un homme ça pleure pas. Et je l'ai regardé avec beaucoup d'empathie et beaucoup de bienveillance, puis j'ai dit: mais si papa, un homme ça pleure, bien sûr. Puis j'ai regardé mon fils et je lui ai dit: t'as le droit de pleurer, tu sais. Mais c'est vrai que on a grandi en croyant ou en entendant que avoir des émotions, être sensible, pleurer, c'était être vulnérable, être faible. Et c'est pas du tout valorisé d'être faible dans notre société. Ce qui est valorisé, c'est être fort, c'est faire. J'insiste sur le faire parce que le yang est très valorisé. Le yang, c'est l'énergie masculine, c'est toute la structure, l'organisation, la création, le faire. Ça, c'est très yang, c'est l'énergie yang. Et dans notre société, le yang est extrêmement valorisé. On va plus valoriser quelqu'un qui est hyperactif que quelqu'un qui est hypoactif. On va plus valoriser quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter plutôt que quelqu'un qui aime faire des siestes et prendre des pauses. L'opposé du yang, c'est le yin. Le yin étant l'énergie féminine, cette énergie où on est dans la bienveillance, on est dans l'écoute, dans l'accueil, dans l'imperfection, dans l'accueil de cette imperfection, dans ce ralentissement. Vivre au ralenti, c'est être yin. Et on a besoin de yin justement pour absorber cette blessure de rejet qu'on porte tous quasiment. On ne va pas se mentir, on est 90%, et le chiffre n'est pas correct, dans la société à porter cette blessure de rejet. Ça veut dire qu'on n'est jamais satisfait de qui on est. On a toujours l'impression qu'on devrait être autrement. Alors ça va être des critères physiques, ça va être des critères professionnels, ça va être des critères émotionnels, ça va être... On a toujours une liste, on a développé une liste de ce qu'on devrait être. Et tous les matins, on se réveille en essayant de cocher les points de cette liste. Mais en réalité, on ne peut pas y arriver parce que cette liste-là, c'est pas ce qu'on est. Donc on est en train d'essayer en permanence d'être ce qu'on n'est pas. Forcément, on se met en échec. Comme on se met en échec, on se rejette soi-même. On se dit, je suis nul, on culpabilise, on est très très exigeant. L'une des manifestations de la blessure de rejet, c'est l'exigence. L'exigence vis-à-vis des autres, mais surtout l'exigence vis-à-vis de soi. Ce non-lâcher-prise sur ce qu'on devrait faire, devrait être. Quand on est maman, on a une liste comme ça de ce qui doit être la maman parfaite. Mais quand on est papa, on a plein de choses à faire aussi. Enfin bref, on a toujours des listes à remplir, des cases on doit rentrer dans les cases. Mais rentrer dans les cases, c'est se renier soi-même. Et quand on se renie soi-même, c'est là où on se fait mal. La plus grosse douleur, elle vient, oui, du rejet des autres, mais elle vient surtout de son rejet de soi. C'est très très violent de se rejeter soi-même, ne pas s'aimer. Là, on parle vraiment d'estime de soi. Et pour pouvoir gagner en estime de soi, c'est pas un travail psychologique à faire là. C'est juste une nouvelle posture à trouver, un nouveau regard à aborder. Et si on s'autorisait à pas être parfait, si on s'autorisait à lâcher cette liste-là qu'on s'est créée, si on s'autorisait à mettre un peu plus de yin, un peu plus de douceur dans notre regard vis-à-vis de soi, si aussi on arrêtait de donner trop de pouvoir aux autres. Parce que être exigeant vis-à-vis de soi,
c'est quelque part avoir peur de ce que les autres vont penser, de ce que les autres vont dire, du jugement suprême de l'autre. Et quand on fait ça, quand on laisse trop de pouvoir à l'autre, c'est comme si on lui donnait les clés de notre maison, les clés de notre voiture. C'est un peu... on lui donne ce pouvoir-là. On est en train de lui dire, ce que tu penses de moi, c'est ça qui va définir ma valeur en tant qu'être humain. Alors, c'est extrêmement dangereux de faire ça. Puis c'est surtout extrêmement toxique. On est bien d'accord que l'autre ne peut pas juger de qui on est. Parce que l'autre ne sait peut-être pas ce qu'on a vécu, puis ne sait pas tout ce qu'on porte en soi, puisqu'on est toujours en train de se cacher ou en train d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Donc, si on a arrêté de donner ce pouvoir aux autres, d'évaluer, de mesurer la valeur, notre valeur, notre beauté, notre lumière, est-ce que ça serait pas un peu plus relaxant, un peu plus facile de vivre sans cette pression qu'on se met soi-même, puis qu'on se met à travers ce qu'on croit être le regard de l'autre. Alors c'est vrai que la société nous impose des images de perfection, des images de beauté, alors esthétique, mais aussi des images de la réussite, des images de ce qu'on devrait faire ou de ce qu'on devrait être. On est bombardé par ces images-là. Et puis il y a les images de la société, il y a les images culturelles, il y a les images de notre propre histoire familiale. On est en permanence sous le joug, là, sous la lumière. C'est comme si on était examiné en permanence. Et est-ce qu'on correspond à ce que les autres ont défini comme étant la perfection? Je crois qu'il est temps qu'on commence à lâcher un petit peu ça. Parce qu'on est des êtres humains et l'humain est profondément imparfait. Ça fait partie de notre humanité. Si on arrivait à se lâcher un peu la grappe sur comment je dois être, est-ce que je suis parfaite, est-ce que je suis... C'est pas grave là. On n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé. Ça c'est une croyance vraiment à supprimer. La perfection n'est pas gage d'amour. C'est pas vrai. Puis de toute façon, la perfection n'existe pas. Est-ce qu'il faut que je sois jeune, mince, belle, intelligente, successful pour être aimée? En réalité, non. J'ai juste besoin d'être moi. Et pour être moi, il faut que je me dédouane, il faut que je me libère de toutes ces pressions, toute cette pression qu'on se met tous là. Pour être soi-même, il faut arrêter de vouloir être quelqu'un d'autre. Et plus on se montre qui on est, plus on dégage qui on est, plus on vibre qui on est, plus l'autre en face va être attiré par cette vibration. En réalité, la plupart des gens, je dis bien la plupart, parce qu'il y en a certains qui ont vraiment des filtres très, très ancrés en eux, mais la plupart des gens ne nous regardent pas avec un regard, avec cette exigence-là. Les gens ne nous regardent pas, ils nous ressentent. Ce qui se dégage de nous, c'est bien plus important que notre forme physique ou ce qu'on fait dans la vie. C'est ce qu'on vibre, c'est ce qu'on est, c'est la lumière qu'on dégage, c'est la confiance qu'on porte. C'est le regard bienveillant et doux qu'on a vis-à-vis de soi qui fait que il y a cette forme de liberté qu'on s'autorise, cette liberté d'être.
Comme je disais, la blessure de rejet, c'est une des blessures les plus douloureuses, les plus violentes, et c'est celle qui amène à la dépression, par exemple. C'est une des causes de la blessure de rejet. Alors, parce que ça fait très très mal de se sentir rejeté ou de se sentir non accueilli ou de se sentir pas aimé pour ce qu'on est, on va développer des comportements compensatoires, des réflexes de protection. Alors certaines personnes vont se couper de leurs propres émotions. Elles vont fonctionner en étant dans cette dureté et dans ce yang là, dont je parlais tout à l'heure. Elles vont être dans ce je fais, je fonctionne, j'avance et je regarde pas ou je me déconnecte de ce que je ressens, parce que ce que je ressens c'est trop douloureux. Donc voilà, certaines personnes vont se déconnecter de soi. Il y en a d'autres qui vont être extrêmement exigeants, vont essayer coûte que coûte de rentrer dans cette case qui n'est pas eux. Ils vont essayer à tout prix. Puis ça va leur coûter cher, ça va leur coûter... Ils vont s'ignorer eux-mêmes. Ils vont se désidentifier totalement pour devenir quelqu'un d'autre. Ça arrive, ça aussi. Il y en a d'autres qui sont dans leur enfant intérieur, là, dans leur partie blessée, donc qui est rejetée, et qui vont au contraire avoir cette forme d'exigence vis-à-vis des autres, parce que aller regarder à l'intérieur, ça fait trop mal, donc on va aller regarder à l'extérieur, puis on va aller rejeter les autres. Tous ceux qui portent en eux l'homophobie, la grossophobie, le racisme, toute forme de rejet de l'extérieur, de l'autre, c'est en réalité une manifestation profonde d'une blessure de rejet. Mais c'est tellement plus facile de rejeter l'autre pour se conforter dans notre croyance que ce que je suis, c'est ce qui doit être. C'est ça. C'est compliqué, cette blessure de rejet. C'est compliqué. Alors comment on fait pour s'en libérer? Et déjà, il faut comprendre que notre enfant intérieur, notre partie blessée, elle a développé à travers la blessure de rejet tous ces mécanismes, c'est-à-dire cette exigence vis-à-vis de soi. Parfois, on va aussi développer une forme de peur de s'engager avec l'autre. On va fuir les relations, on va être dans une forme de dureté, on va se fermer, on va éviter de s'exposer à la blessure de rejet. Donc tout ce qui est dureté de caractère, tout ce qui est exigence, tout ce qui est... j'entends le mot strict, quand quelqu'un est strict, quand quelqu'un est sévère, tout ça là, c'est la blessure de rejet qui est en train de s'exprimer. C'est notre partie blessée qui a développé des mécanismes de protection, des réflexes, des croyances aussi. À travers la blessure de rejet, on va développer la croyance que je suis trop nulle, je suis pas assez bien, tout ça. Et comme on a cette croyance-là qui est très 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 ancrée dans notre système, c'est elle, si on n'a pas fait un travail avant, un travail de prise de conscience de qui on est vraiment, cette croyance de je suis nulle, je suis pas assez, je devrais être autrement, ou je devrais faire, ou je devrais je mérite pas, enfin tout ça là, c'est des croyances qu'on développe à travers la blessure de rejet. Eh bien, notre système énergétique va être imprimé de cette croyance. Et donc, c'est ce qu'on va vibrer. Comme c'est ce qu'on vibre, c'est ce qu'on va expérimenter, c'est ce qui va être nourri dans notre réalité. Puis on va rencontrer des personnes qui vont nous rejeter, qui vont nous
montrer, en gros, qu'on a raison de croire qu'on est nul. La vibration, c'est comme si on portait un panneau. Je ne sais pas si vous connaissez The Dude with the Sign. C'est exactement ça. Si on a la blessure de rejet et qu'on croit qu'on est nul, on va arriver avec un entretien d'embauche avec notre panneau là au-dessus de notre tête où c'est écrit « m'embauche pas, je suis nul ». L'autre, il va faire que voir ce panneau-là. Parce que comme je le disais, les gens, l'autre nous regarde pas vraiment, il nous ressent. On appréhende l'autre à travers tous nos ressentis. Donc si tu arrives avec cette pancarte-là, oublie ça, tu vas pas être embauché, c'est sûr. Si tu es convaincu que tu es nul, ça va pas le faire. Si tu es convaincu que tu es moche et que personne ne peut t'aimer, ça va pas le faire non plus. Tu vas jamais trouver quelqu'un qui va te regarder tel que tu es. Ou alors, même si ça arrive, tu vas tout le temps être en train de douter de l'autre. Tu vas tout le temps en train de te dire, mais pourquoi il m'aime? Pourquoi cette personne-là m'aime alors que je ne suis pas aimable? Je ne corresponds pas à ce critère qui me dit que c'est ça qui doit être aimé et moi je ne le suis pas. Je ne sais pas si tu me suis, mais je suis sûre que tu me suis. Donc on va toujours être en train de douter de l'autre. Et on va amener tous ces doutes dans la relation. Et ça va vraiment, vraiment, vraiment polluer notre relation. Notre relation aux autres, notre relation à nos collègues, à nos amoureux, à nos enfants, notre famille, nos amis. La blessure de rejet, c'est une blessure qui se diffuse dans tous les domaines de notre vie. Alors, il faut vraiment observer ce que notre petit blessé est en train de croire et de manifester. Alors, on va prendre aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de vivre dans ta vie qui est la manifestation de ta blessure de rejet. Observe ça. Observe ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui. Et demande-toi, à partir de quelle croyance je suis en train de créer cette expérience-là. Et quand tu réalises que cette croyance-là, en fait, c'est quelque chose que tu as reçu, parfois nos parents, ils ont tellement de projections, ils font tellement de projections sur nous, ils veulent tellement qu'on soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que du coup, nous, on endosse leurs croyances, on endosse leurs projections et on est convaincu qu'on doit être comme ça. Mais comme on est différent de ce qu'eux, ils ont envie qu'on soit, ça ne marche pas. Et on est en train de manifester ça dans notre vie. Par exemple, je reprends l'exemple de la famille de médecins là. Si les parents ont projeté sur toi que tu dois faire des études, que tu dois être médecin, absolument, parce que c'est ça pour eux le critère de bonheur, que toi t'es pas bon dans les études mais que tu es artiste, tu vas essayer de faire des études. Puis peut-être que tu vas pas réussir à être médecin, mais tu vas essayer d'être, je sais pas moi, infirmier, être soignant. Et il n'y a pas de saut métier enfin, je suis pas en train de mettre des catégories de profession, mais c'est juste pour expliquer. Mais toi, en tant qu'infirmier, tu vas... Déjà, tu seras pas artiste, donc tu seras malheureux. Et 2, tu seras quand même en échec parce que tu seras pas ce que tu penses que tu aurais dû être. Tu comprends? Alors, si tu reviens à toi, là, que tu te dis, ce que je suis, c'est pas parfait. Mais c'est pas grave. Si tu reviens dans ton adulte, dans ta partie saine, et que tu te regardes avec un angle plus doux, moins rude, est-ce que tu peux juste t'apporter ce regard bienveillant sur toi en te disant « Je suis pas parfait, mais de toute façon, personne ne l'est. Qui l'est là sur Terre ? J'ai peut-être des défauts,
je suis peut-être vulnérable, mais j'ai aussi tellement de qualités, tellement de choses à offrir au monde, j'ai tellement de lumière, tellement d'amour à proposer, à offrir. Et c'est ça qui fait ta valeur. C'est pas le fait que tu sois pas médecin, mais c'est ce que tu as à offrir. Si tu es artiste et que tu es en train d'émouvoir quelqu'un par ton art, par ta danse, par... Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça ta richesse? Ce don que tu as, offre-le aux autres. Et on a chacun quelque chose à offrir au monde. Chacun, à sa façon, à son échelle, on a tous quelque chose à offrir à l'autre, à travers qui on est. Alors si on arrêtait de vouloir être différent, être plus belle, plus mince, plus jeune, plus je ne sais quoi, juste qu'on acceptait que ce qu'on est, c'est déjà pas mal, c'est même suffisant, et que c'est pas grave si je suis pas parfaite, parce que je vais vous donner l'exemple de mon chum. Je l'aime, mon chum, je l'aime. Même mes enfants là, je les aime profondément. Mais il y a plein de choses chez eux que j'aime moins ou que j'aime pas. Mais c'est pas pour ça que je les aime pas dans leur globalité. Et je vais pas prendre un de leurs défauts pour dire t'as un défaut, je t'aime pas. Et si on s'accordait la même bienveillance, le même regard, si on se permettait de pas être parfait là. Alors je vous invite à respirer, revenir dans le cœur, revenir dans l'adulte et vous offrir ce regard-là, ce regard yin, ce regard doux, ce regard un peu, j'ai presque envie de dire maternel. Si on s'offrait ce regard-là et qu'on partageait qui on est au monde. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Merci pour votre écoute, pour l'accueil que vous faites à ce podcast. Merci pour vos retours aussi qui me touchent. À bientôt. Voilà, c'était l'épisode numéro 4 du podcast Dis-moi Céline. Merci pour votre écoute. Merci de diffuser si cet épisode vous inspire. Merci de liker, de commenter, de partager, d'en parler autour de vous. Ça m'aide. À la semaine prochaine.